À cette époque-là, la monarchie, la monarchie anglaise, on dit qu'elle est d'origine anglo-normande. Avez-vous une idée où est-ce que je m'en vais là, avec mes skis? Ouais, c'est bon, excellent. Le plus célèbre anglo-normand qui a débarqué en Gaspésie, vous pouvez me le nommer? Charles Robin est un anglo-normand qui va débarquer chez nous longtemps après, en 1766, mais c'est un anglo-normand très célèbre, très connu. Qu'est-ce- Anglo-normand, anglo-Angleterre, on s'entend? Normand, Normandie, Normandie, France. Pourquoi une monarchie anglo-normande? Comment c'est possible? Et là, vous avez donné un élément de réponse très intéressant. Mario a soufflé la réponse. Guillaume le Conquérant. Alors, il y a une monarchie anglo-normande qui s'installe en 1066 et qui va durer jusqu'en 1204. On va essayer d'éclaircir tout ça ensemble. Vous avez une carte à l'écran, vous avez évidemment la Normandie, hein, au sud, et au nord, vous avez l'Angleterre. Alors, on parle d'une monarchie anglo-normande. Je vais essayer de démêler ça avec vous en 3 minutes. La France, à cette époque-là, n'est pas un pays unifié. Il faut attendre la Révolution française de 1789 pour que la France soit un pays unifié, un véritable État, État-nation, un État fort. Avant, vous avez différents duchés. Alors, le royaume de France existe, mais il est divisé en différents duchés. Et dans les duchés, hein, vous avez des ducs. Donc, c'est un titre noble. Et vous avez des ducs très puissants. Vous avez même des ducs qui pourront être, au cours de l'histoire, aussi forts qu'un roi de France. Différents duchés ont existé, je ne vous les nommerai pas tous, mais il y a le duché de Normandie, le duché de Bretagne, etc. Alors, vous avez, ici, on a la Normandie. Le duc de Normandie, à l'époque, c'est Guillaume le Conquérant. Très fort, très puissant. Tellement fort, tellement prétentieux, tellement d'ambition qu'un beau jour, en 1066, n'ayant rien d'autre à faire, décide d'envahir l'Angleterre. Pourquoi pas? Un beau dimanche après-midi, on traverse en Angleterre. Et ça va réussir. Alors, en 1066, Guillaume le Conquérant, qui est un Français, il parle le normand, un dialecte, bon, traverse en Angleterre et décide de conquérir le pays. Alors, il deviendra roi d'Angleterre et il sera en même temps duc de Normandie. Début de la dynastie anglo-normande qui va durer jusqu'en 1204. Et là, à l'époque, vous le savez, les mariages sont souvent organisés. C'est des mariages pour le pouvoir, pour la puissance. Alors, Normands et Anglais vont s'allier, vont se marier ensemble, vont tisser des liens, d'où les Anglo-Normands. Et on a un Charles Robin qui est un Anglo-Normand, qui vient des îles Jersey, les îles de la Manche. Alors, vous avez la petite île Jersey. C'est une île anglo-normande, comme Guernesey, comme Origny, comme Cerques. Alors, c'est quelqu'un, Charles Robin, qui parle tant le français que l'anglais, que le normand, qui va traverser ici en Gaspésie, 700 ans plus tard, quand même, en 1766. C'est quand même intéressant, hein, comme parenthèse. Alors, Henri II est un monarque, est un roi anglo-normand. Henri II est roi d'Angleterre et il est aussi duc de Normandie à l'époque. Voici Guillaume le Conquérant. Je ne vous dis pas que c'est son portrait officiel. C'est la magie d'Internet. Aujourd'hui, on peut trouver de tout, mais je ne vous dis pas que c'est très ressemblant, je l'ignore. Alors, à l'époque, on devient duc en bas âge. Il devient duc à l'âge de 8 ans, se lance à la conquête de l'Angleterre et devient roi en 1066. Sous Henri II, qui est un monarque, comme je vous l'ai dit, anglo-normand, il va vraiment concentrer son pouvoir dans la région de Dublin. Alors, l'occupation se fait vraiment dans cette région-là et non pas partout dans l'île. C'est vraiment le lieu où il concentre ses pouvoirs. C'est une carte moderne que vous avez à l'écran, mais je veux juste vous montrer. Je la trouve intéressante puisqu'on voit, bon, le nord de la France, l'Angleterre, l'Irlande.
il y a des seigneurs anglo-normands qui vont se diviser l'Irlande. Des seigneurs, ce sont de grands propriétaires terriens. Alors, à cette époque-là, de grands propriétaires terriens qu'on appelle seigneurs décident de se séparer, de se diviser l'Irlande. Alors, comme on a des monarques anglo-normands, il y aura des seigneurs anglo-normands qui s'approprieront le territoire. Et là, à partir du 12e siècle, lentement mais sûrement, forcément, l'anglais va faire partie du décor irlandais, petit à petit. Alors, on commence à semer les germes anglophones en Irlande, alors que c'est toujours le gaélique qui est parlé, de toute évidence. Okay? Chose qui est assez étonnante aussi, les seigneurs anglo-normands vont tenter quoi? D'assimiler, de conquérir les Irlandais. C'est tout à fait le contraire qui va arriver. Étonnamment, les seigneurs anglo-normands qui vont tenter d'imposer leur culture, d'imposer la langue anglaise, vont se voir assimilés par les Irlandais. Alors, ça n'est pas arrivé souvent dans l'histoire, mais ça arrivera. Et croyez-moi que la couronne anglaise, ça ne lui plaît pas beaucoup de voir les seigneurs anglo-normands qui portent des costumes irlandais, qui parlent l'irlandais, le gaélique. Ça ne fonctionne pas bien. Ce n'est pas arrivé souvent dans l'histoire. Qu'est-ce que la couronne anglaise va décider de faire pour rectifier les faits? On va adopter, j'avance toujours dans l'histoire, n'ayez crainte, on est rendu en 1366, ça va bien. On va adopter en 1366 le traité de Kilkenny, parce que les monarques anglais sont déçus du travail des seigneurs anglo-normands. Ils ne font pas bien leur travail, ils se font assimiler. Alors, le traité va interdire des choses aux Anglais. Il n'interdit pas des choses aux Irlandais, il interdit des choses aux Anglais. Alors, qu'est-ce qu'il interdit? On leur interdit de parler irlandais. Ça, c'est clair? On leur interdit d'épouser une Irlandaise. Quand je vous dis que les Irlandais sont résistants, on leur interdit de faire élever leurs fils dans des familles irlandaises, bien sûr, ils sont assimilés. Et on leur interdit de vendre des chevaux et des armures aux Irlandais, donc de faire du commerce avec des Irlandais, proprement dit. Et on leur interdit, bien sûr, de porter des costumes irlandais. Ça va faire. Fait que c'est le moyen qu'on a trouvé en 1366 pour freiner l'assimilation des Anglais, le traité de Kilkenny. Est-ce que ça va fonctionner? Oui, monsieur, vous avez un commentaire? Certainement pas. Elle est trop bonne. Juste, bonne question au bon commentaire. Fait que vous voyez, la situation est particulière. Les Anglais qui sont en train de se faire assimiler, je vous mets au défi de me trouver un autre exemple dans l'histoire. Ce n'est pas arrivé souvent. Est-ce que ça va fonctionner? Vous le savez, on est encore dans une période trouble de l'histoire, beaucoup de guerres de religion. Alors, pendant ce temps-là, les Anglais vont s'embourber dans de très longues guerres. Et quand on s'embourbe dans de longues guerres exigeantes, on n'a pas toujours le temps de faire appliquer le fameux traité de Kilkenny. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Juste pour vous montrer que l'Angleterre s'embourbe dans deux grandes guerres. La guerre de 100 ans. Vous allez me dire, elle ne dure pas 100 ans, 1337 à 1453, mais que voulez-vous, on l'appelle comme ça. C'est la guerre de 100 ans, où les Anglais seront pris, pas dans le quotidien, bien sûr, mais seront pris dans ce conflit-là qui va leur prendre énormément d'énergie. Et n'oubliez pas, on a adopté le traité en 1366. Et une deuxième guerre, il y aura une pause de 2 ans. On arrête 2 ans. Et la guerre des Deux Roses éclate en 1455, va durer une trentaine d'années. Guerre de religion, guerre assez intense. Alors, pendant ce temps-là, les Anglais n'ont pas le temps, n'ont pas l'énergie d'appliquer le traité de Kilkenny. C'est-à-dire que l'assimilation des seigneurs anglais continue, tout simplement. Il y aura des familles irlandaises qui vont tenir le fort durant tout ce temps-là. Vous avez des familles comme les O'Donnell, les O'Neill, les O'Connor, les O'Brien, O'Farrell, McCarthy. J'aurais pu en ajouter, mais ce sont des familles nobles irlandaises qui, pendant les temps troubles,
vont réussir à maintenir le flambeau irlandais bien haut et à éviter que l'anglais, par exemple, fasse des ravages. Alors, on résiste aux tentatives d'assimilation des Anglais. Je vous montre une carte qui date de 1450, qui prouve un petit peu ce que je viens de vous dire. Alors, le vert prédomine, une bonne nouvelle pour les Irlandais. Le vert montre les grandes familles irlandaises. Et vous avez des noms de familles qui s'illustrent en gardant la culture irlandaise bien vivante dans la majeure partie de l'Irlande. Le rose, excusez-moi, je ne suis pas très bon dans les couleurs, on va dire rose, on s'entend. C'est les seigneurs anglo-normands. Il n'y a plus de dynastie anglo-normande en 1450, mais ce sont des descendants. Ils contrôlent quelques provinces, quelques États en Irlande, mais ce n'est pas la majeure partie du pays. Et en rouge, c'est toujours la fameuse partie contrôlée par Feu Henri II. La monarchie anglaise contrôle une partie de l'Irlande et c'est la région de Dublin. Alors, on est en 1450. Les Irlandais maintiennent ou contrôlent quand même encore la situation. Ils ne sont pas encore en perdition, si on veut. Ce qui va faire très, très mal aux Irlandais, je ne sais pas si vous avez suivi la série à Radio-Canada, Les Tudors, qui a passé il y a quelques années ou quelques mois. Il y a des gens qui l'ont suivi un petit peu? Oui? Plus ou moins? Le règne des Tudors, ça va faire mal aux Irlandais parce qu'il y en a des pas commodes là-dedans. Ils commencent à être mal patients. Alors, vous avez le règne des Tudors, qui est une autre dynastie. Alors, le règne s'étend de 1485 à 1603. Vous avez des personnages, donc des monarques importants, qui vont marquer au fer rouge l'Irlande. Vous avez Henri VII. Vous avez son règne de 1485 à 1509. Son successeur, Henri VIII, qui lui a un plus long règne, de 1509 à 1547. Deux personnages qui vont vraiment être assez... qui vont marquer au fer rouge les Irlandais, il n'y a aucun doute. Et un troisième monarque, une femme, Élisabeth Ier, qui elle règne de 1558 à 1603 et qui va envoyer 17 000 hommes pour occuper l'Irlande pendant son règne. Que je vous disais que les Anglais vont faire la conquête de l'Irlande au 16e siècle. C'est avec Henri VIII et Élisabeth Ier que ça va se compléter. Ça prendra un certain temps avant qu'on ait Élisabeth II, d'ailleurs. Élisabeth Ier, Élisabeth, ça va prendre un certain temps, mais là, ça fait 50 ans qu'elle est là quand même. Alors voilà. Le personnage le plus important là-dedans que j'aimerais vous parler, c'est Henri VIII. Je vais vous remettre la diapo rapidement. Alors, Henri VIII, qui va détruire toute autorité celtique en Irlande. Lui, il se fait vraiment un mandat de détruire vraiment la culture celtique, la culture irlandaise dans l'île. Alors, beaucoup de répression sous son règne. OK? Autre ressemblance avec les Canadiens français, sous Henri VIII, il va y avoir beaucoup de déportations. On va chasser des Irlandais, les récalcitrants, je dirais, les têtes dures, les chefs de file, on va en déporter. On va en exproprier beaucoup. Alors, il y aura une expropriation des terres cultivables qui sont remises aux Anglais, les meilleures terres. Ça me fait penser un peu aux Acadiens, en quelque sorte, qu'on va chasser de chez eux, si on veut. Et à partir d'Henri VIII, le commerce. Ça, vous ne serez pas étonné d'entendre ça, probablement. Le commerce, donc tout ce qui est économique, le social également, donc les rangs, les postes privilégiés dans la société seront donnés aux Anglais. Et l'économie sera contrôlée par les Anglais, soit Henri VIII. Un peu ce qui va nous arriver après la conquête de 1760, où les Canadiens français se verront réserver des postes subalternes. On ne détiendra pas des postes clés au niveau social dans la société, et les Anglais contrôleront l'économie. C'est un peu ce qui va se passer en Irlande aussi. Et la langue anglaise fera beaucoup de chemin sous Henri VIII. La langue celtique sera elle sera interdite, en fait, sous Henri VIII. Carrément interdite. Alors, on va la parler, mais en cachette.
Alors, c'est Élisabeth qui va mettre le clou dans le cercueil avec 17 000 hommes, et c'est sous Élisabeth Ière que le nord de l'Irlande va, un, s'angliciser, et deux, va devenir de religion protestante sous son règne, puisqu'elle va prendre des Anglais, des colons anglais et des colons écossais. Elle va les envoyer dans le nord de l'Irlande pour peupler massivement le territoire. Alors, c'est à partir de cette époque-là qu'on voit vraiment l'Irlande du Nord s'angliciser et où on voit la religion protestante dominer. Je vous ai dit tout à l'heure que les Anglais n'avaient pas toujours été des protestants. Ils ont été longtemps des catholiques. Alors, le protestantisme est arrivé qu'en Angleterre, il est arrivé avec, encore une fois, Henri VIII. C'est avec lui que le protestantisme arrive. Henri VIII a toujours été un ardent défenseur de la foi chrétienne, a toujours été un ardent catholique, toujours. C'est quelqu'un qui va s'opposer aux réformes protestantes. Les réformes protestantes, ça va survenir comment? Comment on fait pour arriver à la religion protestante? Ça prend un catholique qui proteste contre la religion catholique. C'est vrai, c'est quelqu'un qui a protesté, alors on a créé la religion protestante. Henri VIII, c'était un ardent catholique, mais un jour, il a protesté contre Rome pour différentes raisons. Certains trouvaient que Rome nageait dans le luxe, dans la richesse. Bon, le protestantisme est né avec Martin Luther en Allemagne, avec Jean Calvin en France, mais c'était des ardents catholiques ou à peu près avant. Henri VIII est un ardent défenseur de la foi chrétienne. Le pape Léon X va même le nommer, à un moment donné, chevalier de la chrétienté. Ça ne durera pas, par contre. Tout bascule en 1527. Pourquoi? Parce qu'Henri VIII veut divorcer. En 1527, les divorces, c'était pas très populaire. C'était pas permis. Alors, si vous avez suivi moindrement la série télévisée Les Tudors, pourquoi Henri VIII veut divorcer un beau jour? Parce que sa femme, Catherine d'Aragon, ça fait pas mal l'Espagne, hein? Fait que dans ce temps-là, on se mariait, c'était des mariages de circonstances pour avoir beaucoup de pouvoir. Alors, il est marié à une noble qui s'appelle Catherine d'Aragon, mais elle n'est pas capable de lui donner un fils. Et ça prend un fils dans ce temps-là, ça prend un homme pour gouverner. Il y a une exception, il y a Élisabeth qui est parvenue, mais il veut un fils. Alors Catherine d'Aragon n'est pas capable de lui donner un fils. Elle aura seulement elle va seulement avoir une fille qui s'appelle Marie. Et là, elle avance en âge. Sa santé devient de plus en plus fragile. Et Henri VIII s'en rend compte. Je n'ai pas de fils, je n'ai pas d'héritier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va tomber en amour, entre guillemets, avec la dame d'honneur de la reine. Elle qui s'occupe de ses cheveux, de ses robes. Alors, il tombe en amour avec elle. Elle s'appelle Anne Boleyn. Elle va sûrement lui donner un fils, c'est ce qu'il souhaite. Alors, il demande au pape Léon X, puis-je divorcer pour avoir un fils légitime qui va prendre la relève? Le pape refuse. Alors, en refusant, rupture avec Rome. C'est-à-dire que l'Église catholique d'Angleterre va rompre tous ses liens avec Rome. Et Henri VIII va protester, comme d'autres l'ont fait avant lui. Donc, naissance, avènement de la religion protestante en Angleterre. Fascinant. La religion, qu'est-ce que... C'est des points-virgules, hein? Je veux dire, il a été catholique jusqu'à la toute fin, jusqu'à ce que le pape lui refuse son divorce. C'est quand même particulier dans l'histoire. Alors, c'est comme ça que la religion protestante est née, en Angleterre du moins. Ça va bien? J'accélère pour arriver jusqu'aux Irlandais, au Canada et en Amérique. Je vous mets une diapo très rapide pour vous montrer Oliver Cromwell, qui était un militaire d'envergure anglais. Et on est un siècle après Henri VIII. Alors, on est dans les années 1649-1650. Un militaire qui deviendra quasi ou presque aussi fort que le roi d'Angleterre à un moment donné. Alors, sous son règne, même s'il n'est pas roi, répression sanglante contre les Irlandais catholiques.
en 1649-1650. Déportation des familles catholiques vers des comtés protestants. Alors, on déporte des gens pendant qu'il sera au pouvoir ou presque en Angleterre. Et il va soumettre l'Irlande vraiment sous sa main en 1653, en envoyant de plus en plus de militaires, notamment en Irlande. Alors, on durcit le ton avec Oliver Cromwell. Politique d'assimilation, très importante, 1695, entre ces deux dates-là, 1695 et 1727, différentes politiques d'assimilation vont excessivement faire mal aux Irlandais. Les catholiques seront exclus de l'armée, de l'administration et des professions libérales, exactement comme les Canadiens français après la conquête de 1760. Donc, les postes les plus nobles, hiérarchiquement parlant, seront réservés à des Anglais. Alors, les catholiques n'ont plus droit à ces postes-là. On leur interdit de faire instruire leurs enfants en irlandais. Enfin, l'Angleterre fait venir des milliers de colons anglais en Irlande, surtout dans le nord. C'est plus facile. Et enfin, la répression anglaise est suivie d'une nouvelle distribution des terres à des Anglais. Il y aura, encore une fois, expropriation durant cette période-là. Malgré tout, on continue de parler le gaélique en cachette, à la maison, à l'abri des regards, le plus possible. Alors, de plus en plus, à partir de cette époque-là, les Irlandais vont être dominés par un Parlement qui est à Westminster, donc le Parlement de Londres. Okay? Et on va voir lentement mais sûrement le déclin de la culture gaélique irlandaise. On rentre dans les années 1800. On s'en vient en Amérique. Alors, l'Union Act de 1800, ce sera vraiment la dernière, je dirais, la dernière, pas tentative, puisque la tentative, on l'a fait depuis longtemps, mais c'est une action qui montre encore une fois le durcissement de l'Angleterre vis-à-vis les Irlandais. En 1800, on forme le Royaume-Uni, officiellement. Dorénavant, toutes les lois seront adoptées au Parlement de Westminster. Alors, les Irlandais, que ce soit à Belfast, mais surtout à Dublin, il n'y a plus de pouvoir qui vient de l'île. Alors, tout est contrôlé à distance. L'anglais devient l'unique langue du pouvoir. Pouvoir politique, administration, justice, affaires, l'économie, évidemment. Alors, l'anglais prédomine. Et enfin, le gouvernement britannique va interdire aux enseignants catholiques d'enseigner dans les écoles irlandaises. Ça fait mal. À partir de ce moment-là, les livres d'histoire, on dit souvent que les livres d'histoire sont écrits par les vainqueurs. Pas tout à fait vrai, pas toujours en tout cas, du moins j'espère. Mais souvent, le vainqueur, donc le gouvernement central, s'approprie beaucoup de pouvoir et tous les manuels scolaires seront rédigés par des protestants, et évidemment des Britanniques, à partir de cette époque-là, ce qui fait que la culture gaélique, la culture irlandaise sera menacée et il n'y aura presque plus de traces dans les manuels scolaires à partir de cette époque-là. Le résultat, vous l'avez à l'écran. En 1775, 50 des Irlandais parlent gaélique, irlandais. 75 ans plus tard, 1850, là, on est après la grande famine, ou à peu près, ou en plein cœur. Le pourcentage passe à 30 %. Alors, vous voyez, 75 ans plus tard, déclin vraiment de la langue gaélique. Et là, la population va passer, écoutez, de 1841 à 1891. C'est incroyable, la population qui passe de 8,1 millions d'habitants à 3,4. Alors, la population fond plus de la moitié. Alors, ce n'est pas tous des décès, évidemment. Il y aura évidemment beaucoup de décès, mais il y a beaucoup de gens qui quittent l'Irlande, qui vont immigrer, qui vont partir pour aller retrouver des conditions de vie meilleures. Est-ce qu'elles seront meilleures? Ça reste à prouver, du moins dans l'immédiat, mais beaucoup de gens quitteront l'Irlande. C'est pour ça que beaucoup d'historiens, encore une fois, parlent d'un génocide. Famine, massacre, déportation, expropriation. Le résultat est assez éloquent.